Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. Que se passe-t-il en Biélorussie? J'étais tranquillement en train de profiter de mes vacances au bord de la mer et d'écrire une autre vidéo quand tout à coup je vois sur Twitter des manifestations impressionnantes en Biélorussie. Et forcément, les journaux télévisés français parlent plus de la canicule et des vacances de Macron que de la situation dans ce pays, alors je vais m'en charger à leur place. Ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis longtemps se souviennent de ma vidéo sur ce pays d'Europe de l'Est qui date déjà de 2017. Cependant, elle n'est pas trop obsolète et vous pouvez aller la voir, elle apparaît en signé. Petit résumé de la situation. La Biélorussie est dirigée depuis 26 ans par Alexandre Loukachenko, qui briguait son 6e mandat de président en 2020, sauf que cette fois-ci, rien ne s'est passé comme prévu. Lors des 5 dernières élections, Loukachenko gagnait facilement la présidentielle, avec toujours autour de 80% des voix. Et les Occidentaux jugeaient toujours les élections comme non démocratiques, et malheureusement ça choquait pas grand monde, vu que la Biélorussie est surnommée régulièrement la dernière dictature d'Europe. Petit extrait de Canal+, qui interviewe celle qui a fini 2e aux élections présidentielles biélorusses en 2015. Pour vous, c'est sûr que ça a été des élections frauduleuses ? Bien sûr, c'était truqué. Et on a porté plainte, une plainte de 80 pages avec plus de 1000 cas de fraude et de falsification. Mais notre plainte n'a pas été acceptée. Loukachenko, c'est un dictateur pour vous ? Bien sûr, évidemment c'est un dictateur. Il vient d'être élu pour la 5e fois. Et il ne veut pas rendre le pouvoir. Mais cette année, ça ne s'est pas passé comme prévu pour Loukachenko. Malgré le blocage d'une partie d'internet dans tout le pays, au soir du résultat des élections, qu'il a gagné avec encore 80% des voix, les Biélorusses sont sortis dans la rue pour montrer leur mécontentement, et ça n'arrive pas souvent. C'était le cas en 2010 et en 2017, mais dans des proportions bien moindres. Cependant, les manifestations ont été très fortement réprimées par les forces de l'ordre, avec la mort de 3 manifestants au moment où j'écris ces lignes. En même temps, ils fonçaient dans la foule avec des véhicules anti-émeutes et tiraient à balles réelles sur les manifestants, et l'arrestation de 6700 personnes. Les personnes interpellées ont fini en prison, à 30 dans des cellules pour 4, battues jusqu'à en devenir bleues, torturées à l'électricité, avec peu de nourriture et d'eau, pas d'accès aux toilettes, enfin bref, l'enfer. Et quand on voit les vidéos de leur sortie de prison, ça fait clairement froid dans le dos de les voir en pleurs et pour certains dans un état critique. On pourrait se dire, comme toujours, c'était qu'une manif, ils sont rentrés chez eux en voyant la répression, et voilà, mais non, pas cette fois-ci. Les Biélorusses ont continué de manifester pacifiquement tous les jours, et ils continuent encore aujourd'hui, avec comme point d'orgue le dimanche 16 août, une semaine pile après les élections, avec une manifestation d'environ 100 000 personnes à Minsk, la capitale du pays, et comme vous le voyez, ça donne des images très impressionnantes, mais aussi des manifestations dans toutes les grandes villes, Brest, Vitebsk, Grodno, Gomel et j'en passe. Et au moment du montage de cette vidéo, c'est-à-dire le dimanche 23 août, il y a eu de nouvelles manifestations historiques avec environ 250 000 personnes à Minsk et un total d'un demi-million de manifestants à travers tout le pays. Et comme vous le voyez, c'est très impressionnant. D'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué, mais les manifestants brandissent le drapeau du mouvement démocratique biélorusse et non celui du pouvoir en place que tout le monde connaît et qui rappelle l'époque soviétique. Et ce qui a changé depuis les premiers jours, c'est que les policiers ne répriment plus les manifestations. Et quand ils abaissent leurs boucliers, les manifestants viennent leur donner des fleurs et les remercier avec un tchèque ou un câlin, et ça donne de sacrées photos et vidéos. Mais ma préférée, c'est celle que vous voyez actuellement. De nombreuses entreprises nationales comme la Télé Publique ou la compagnie aérienne du pays Belavia sont entrées en grève en soutien aux manifestants, alors que les employés risquent de perdre leur emploi. Même l'ambassadeur de Biélorussie en Slovaquie a dénoncé cette répression. Cependant, les manifestations ont beau être les plus importantes de l'histoire du pays, ça représente une petite centaine de milliers de personnes, et les grèves ne concernent pas tout le monde dans les entreprises, prouvant que certains ont encore peur de s'engager et de descendre dans la rue. La principale opposante de Loukachenko, c'est Svetlana Tikhanovskaya. Elle aurait obtenu 10% des suffrages et cette dernière, après avoir négocié avec le gouvernement, a pu fuir en Lituanie et a été forcée de faire une vidéo demandant la fin des manifestations. En même temps, son mari, il voulait être candidat depuis il est en prison et elle a 2 enfants. On peut comprendre qu'elle a dû coopérer pour protéger sa famille. Selon un sondage bénévole et totalement illégal devant les bureaux de vote, elle aurait eu environ 70% des intentions de vote. Après, c'est aussi vraiment à prendre avec des pincettes, puisqu'il est impossible de savoir son vrai résultat.
des urnes ont été vidées pendant la journée, des bulletins sont falsifiés, voire brûlés, des personnes qui n'existent pas ont voté. Et ce qui prouve la fraude, c'est un extrait audio où un officier du gouvernement dit au mec du bureau de vote d'intervertir les résultats entre Loukachenko et Tikhanovskaya. Cependant, Svetlana Tikhanovskaya ne veut pas rester présidente, elle veut juste assurer l'intérim et libérer les prisonniers politiques, dont son mari, et organiser de vraies élections démocratiques. Mais alors, qu'est-ce qu'en pense notre ami Loukachenko? Eh bien, il reste assez virulent dans ses propos, avec un objectif simple, faire peur et faire taire les manifestants. Il a dit par exemple, si vous descendez dans la rue, vous serez de la chair à canon, ou il n'y aura pas de nouvelles élections tant que vous ne me tuez pas. Sacrée ambiance. Il a organisé une contre-manifestation à Minsk dimanche lors de la grande manifestation de l'opposition, mais d'une ampleur bien moindre, comme nous le montre cette photo. Surtout qu'il y a des vidéos où l'on comprend que le gouvernement a fait venir des manifestants pro-Loukachenko depuis d'autres villes du pays en bus. Puis, le lendemain, il va dans une usine avec une foule qui est censée être de son côté, qui, contre toute attente, commence à le huer et à chanter démission, démission. Bon, la défense favorite de Loukachenko, c'est le fameux « vous vous êtes fait laver le cerveau, tout ça c'est à cause des occidentaux ». Bref, Loukachenko est hyper affaibli, et qu'est-ce qu'on fait qu'on est dans la merde? On appelle Poutine bien sûr. La Russie observe la situation et a un peu le cul entre beaucoup de chaises. Une attaque militaire pour faire taire les manifestations serait prendre un grand risque de se faire dénoncer par tous les pays occidentaux. Ne rien faire serait le risque de voir fleurir une démocratie avec un président qui se détourne des Russes et surtout serait le risque de donner des idées aux pro-démocratie en Russie. Soutenir Loukachenko indirectement serait un gouffre financier et même pas sûr que ça marche vu l'engouement des manifestants. Demander un nouveau vote serait le risque de voir une demande similaire de la part des Européens lors des prochaines élections en Russie, et le moins pire des choix serait d'organiser une transition afin de garder quand même un soutien à Minsk. Même si actuellement les Russes sont en train de soutenir Loukachenko assez ouvertement, ils ont même envoyé des journalistes pour remplacer les grévistes de la chaîne de télé d'État. Il ne faut pas oublier que tout ça ce sont des spéculations et peut-être qu'en regardant cette vidéo beaucoup plus tard, la situation aura bien évolué. Il ne faut pas oublier également que Poutine n'est pas le meilleur ami de Loukachenko, ce dernier étant assez virulent et toxique. Cependant, certains vont venir parler de guerre, d'annexion de la Biélorussie. C'est possible, je dis pas le contraire, surtout que Poutine a bougé son armée au bord de la frontière. Cependant, espérons que ça n'aille pas jusqu'à cet extrême-là. De plus, si on regarde les pays qui ont félicité Loukachenko, on remarque que 7 d'entre eux sont d'anciennes républiques soviétiques et que selon l'indice de démocratie réalisé par The Economist, 8 des 12 États sont des régimes dits autoritaires. Et de l'autre côté, les pays qui se sont montrés les plus dubitatifs face aux élections en Biélorussie, c'est avant tout les anciens membres du bloc de l'Est qui sont maintenant dans l'OTAN, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. Dans le même temps, l'Union européenne observe aussi prudemment la situation. Les 27 membres de l'UE dénoncent les violences policières, ne reconnaissent pas le scrutin, sanctionnent les dirigeants biélorusses responsables des répressions, ont organisé un sommet extraordinaire le mercredi 19 août et surtout veulent montrer leur soutien au peuple biélorusse qui réussit à tenir tête à son dictateur. Mais alors pourquoi l'Europe n'intervient pas plus dans cette histoire? Parce que, de 1, la Biélorussie est une chasse gardée des Russes. Numéro 2, si l'Union européenne intervient de quelque manière, ça légitimerait les propos anti-occidentaux de Loukachenko et laisserait une faille permettant l'aide militaire de Poutine en mode printemps de Prague. Et de 3, les Russes ont de sacrés moyens de pression sur nous, les Européens. Par exemple, le gaz, qui en Europe de l'Est provient presque intégralement de Russie, mais est aussi très important en Allemagne. Ou par exemple, l'aviation, puisqu'en tant que plus grand pays du monde, ils en profitent pour fermer leur espace aérien dès qu'un pays critique les décisions russes. C'est ce qui est arrivé à la Norvège en 2015 et passé par la Turquie, ça rallonge et ça coûte cher. Donc quand on voit tout ça, pas très étonnant qu'on ait laissé les Russes annexer la Crimée et s'ils veulent faire de même en Biélorussie, pas sûr que l'Union européenne puisse y faire grand chose. Voici en gros le résumé de la situation au moment où j'écris cette vidéo. Ce qui se passe en Biélorussie est historique pour ce jeune pays de l'ex-URSS dominé par un dictateur depuis près de 26 ans. Mais les journalistes en parlent que dans de très courtes brèves, comme conflit par exemple qui se fend d'un tweet parlant du peuple biélorussien, ça prend vraiment 10 secondes pour vérifier le gentilé sur Wikipédia, mais tranquille. Mais bref, comme cette vidéo est faite alors que les manifestations continuent, je vous invite à vous tenir informés.
informé, que ce soit avec les vrais médias, genre pas conflit, mais par exemple l'AFP ou France 24, qui a beaucoup parlé de la situation en Biélorussie, mais aussi des journalistes qui traitent des manifestations. Leurs arrobas apparaissent sur l'écran et sont en description avec les sources de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, mettez des likes et surtout tenez-vous informés de la situation en Biélorussie. À la prochaine dans la Géozone. Ciao! Break it down.